Spinoza, le côté interdit de nos origines humaines et la malédiction des humains riches. Avez-vous déjà ressenti ce frisson glacial en observant les ultra-riches? Cette sensation troublante que quelque chose de fondamentalement humain a été perdu dans leur quête insatiable de richesse? Aujourd'hui, nous plongeons dans les abysses les plus sombres de la nature humaine à travers les yeux du philosophe le plus dangereux de l'histoire occidentale, Baruch Spinoza. Cet homme fut excommunié, banni et ses œuvres interdites pour avoir révélé des vérités que l'élite préférait garder secrètes. Si vous appréciez les histoires qui défient tout ce que vous pensiez savoir sur notre nature profonde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations troublantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure découvrez-vous ces secrets interdits? Si vous regardez sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces vérités à plus de personnes. Préparez-vous à découvrir pourquoi les plus riches d'entre nous semblent souvent avoir vendu leur âme, et comment cette malédiction ronge non seulement leur essence, mais menace l'humanité tout entière. Ce que vous allez entendre pourrait changer à jamais votre perception de la richesse, du pouvoir et de ce qui nous rend véritablement humains. La genèse cachée de notre corruption. Dans les rues poussiéreuses d'Amsterdam du XVIIe siècle, un jeune homme juif aux yeux perçants polissait des lentilles dans sa modeste échoppe. Mais Baruch Spinoza ne façonnait pas seulement le verre, il forgeait une vision révolutionnaire de la nature humaine qui ébranlerait les fondements de la civilisation occidentale. Pourquoi un simple polisseur de lentilles terrifiait-il autant l'establishment religieux et politique de son époque qu'ils l'ont banni à vie? La réponse réside dans une découverte explosive que Spinoza fit en observant les marchands riches qui fréquentaient son atelier. Ces hommes, qui possédaient plus que des royaumes entiers, semblaient paradoxalement les plus misérables qu'il ait jamais rencontrés. Leurs yeux trahissaient un vide abyssal, une soif qui ne pouvait jamais être étanchée, peu importe la quantité d'or qu'ils accumulaient. Mais comment était-ce possible ? Comment ceux qui avaient tout pouvaient-ils être si profondément malheureux? Spinoza comprit que la réponse se trouvait dans ce qu'il appellerait plus tard le conatus, cette force vitale fondamentale qui pousse chaque être à persévérer dans son existence. Imaginez un moment que vous êtes une flamme vacillante dans l'obscurité. Votre seul instinct, votre seule raison d'être, c'est de continuer à brûler, de ne pas s'éteindre. C'est exactement ce qu'est le conatus pour Spinoza, l'essence même de la vie. Mais voici où l'histoire devient terrifiante. Les riches marchands qu'observait Spinoza avaient commis une erreur fondamentale et catastrophique. Ils avaient confondu la préservation de leur être avec l'accumulation de biens matériels. Comme un homme mourant de soif qui boirait de l'eau de mer, plus ils buvaient, plus leur soif devenait insupportable. Chaque nouvelle acquisition, au lieu de les nourrir, les éloignait davantage de leur essence véritable. Pensez-y un instant. Quand avez-vous vu pour la dernière fois un milliardaire vraiment heureux? Pas le bonheur de façade qu'ils affichent dans les magazines, mais cette joie profonde et sereine qu'on peut voir dans les yeux d'un enfant qui joue. Cette joie semble leur être devenue totalement inaccessible et Spinoza avait découvert pourquoi. En 1556, à l'âge de seulement 23 ans, Spinoza fut solennellement excommunié de la communauté juive d'Amsterdam. Le décret était d'une violence inouïe. Il lui souhaitait d'être maudit le jour et maudit la nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant. Mais qu'avait donc découvert ce jeune homme pour mériter une haine si viscérale? Il avait osé suggérer que Dieu et la nature étaient une seule et même chose, que l'univers entier était régi par des lois naturelles implacables, et surtout que les riches et les puissants n'étaient pas bénis par la providence, mais maudits par leur propre nature déformée. Cette révélation était si dangereuse pour l'ordre établi qu'elle devait être étouffée à tout prix. Mais Spinoza ne se tut pas. Dans sa petite maison de Rijnsburg, survivant grâce à la vente de ses lentilles polies, il continua à développer sa philosophie révolutionnaire. Et ce qu'il découvrit sur la nature de la richesse extrême était si perturbant
qu'aujourd'hui encore, plus de 3 siècles plus tard, ces vérités restent largement cachées au public. Avez-vous déjà remarqué comment les ultra-riches semblent vivre dans un monde parallèle au nôtre? Comment ils peuvent prendre des décisions qui causent des souffrances immenses à des millions de personnes tout en dormant paisiblement la nuit? Spinoza avait la réponse, et elle est plus terrifiante que tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsqu'une personne s'identifie complètement à ses possessions, quelque chose de fondamental se brise dans son humanité. Elle ne possède plus ses biens la possèdent. Chaque nouveau million n'ajoute rien à son être véritable, mais crée plutôt une couche supplémentaire d'aliénation entre elle et sa nature authentique. C'est comme regarder le monde à travers une série de miroirs déformants. Plus il y a de miroirs, plus l'image devient méconnaissable. Spinoza observait avec fascination et horreur comment cette transformation s'opérait. Les marchands qui venaient acheter ces lentilles les plus précises commençaient souvent comme des hommes normaux, avec des préoccupations normales. Mais au fur et à mesure que leur fortune grandissait, quelque chose d'inquiétant se produisait dans leurs yeux. La compassion naturelle s'éteignait progressivement, remplacée par un calcul froid et implacable. Pourquoi cette transformation semble-t-elle si systématique? Pourquoi la richesse extrême produit-elle si régulièrement des personnalités sociopathiques? La réponse de Spinoza était révolutionnaire pour son époque et reste choquante aujourd'hui. Ce n'est pas que les gens mauvais deviennent riches, c'est que devenir extrêmement riche rend les gens mauvais. Imaginez que votre identité soit entièrement construite autour de votre compte en banque. Chaque fluctuation du marché devient une menace existentielle. Chaque personne que vous rencontrez est soit un allié potentiel pour augmenter votre richesse, soit un ennemi potentiel qui pourrait vous en priver. Dans un tel monde, l'amour désintéressé devient impossible, l'amitié authentique impensable, et la compassion un luxe dangereux que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est exactement ce que Spinoza observait chez les riches marchands de son époque. Leur conatus, cette force vitale qui devrait les pousser vers l'épanouissement et la joie, était détournée vers une accumulation sans fin qui les vidait progressivement de leur substance humaine. Ils devenaient des coquilles vides, remplies d'or, techniquement vivants, mais spirituellement morts. Mais l'analyse de Spinoza allait encore plus loin. Il ne s'agissait pas simplement d'un problème individuel, mais d'une corruption systémique qui empoisonnait toute la société. Quand une classe de super riches émerge, elle ne reste pas isolée dans sa tour d'ivoire. Elle infecte toute la structure sociale avec ses valeurs déformées. Les institutions commencent à refléter leur mentalité. L'éducation devient un système de formatage pour produire des travailleurs dociles et des consommateurs avides. La politique devient un théâtre où les vrais décideurs restent dans l'ombre, tirant les ficelles selon leurs intérêts. La culture elle-même est pervertie, glorifiant l'accumulation et la compétition plutôt que la coopération et l'épanouissement mutuel. Et voici la partie la plus tragique de cette histoire. Même les pauvres finissent par intérioriser ces valeurs toxiques. Ils apprennent à vénérer exactement ce qui les opprime, rêvant de rejoindre un jour les rangs de leurs oppresseurs, plutôt que de transformer le système qui les écrase. C'est une forme de violence psychologique si subtile et si efficace qu'elle fait apparaître les techniques de contrôle les plus sophistiquées comme des jeux d'enfants. Spinoza voyait tout cela avec une clarté terrifiante. Dans ses notes personnelles, jamais publiées de son vivant par peur des représailles, il décrivait la société de son époque comme un immense théâtre de marionnettes, où les riches tirèrent les ficelles non pas par malice consciente, mais parce qu'ils étaient eux-mêmes devenus des marionnettes de leur propre création. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment l'humanité a-t-elle pu s'écarter si dramatiquement de sa nature authentique? Pour comprendre cela, nous devons plonger encore plus profondément dans l'analyse spinozienne de ce qu'il appelait les passions tristes, ces émotions destructrices qui rongent l'âme humaine de l'intérieur. L'empire des passions dévastatrices. Dans les salons dorés d'Amsterdam, Spinoza observait un spectacle qui le glaçait d'horreur. Les hommes les plus riches de la République néerlandaise, ces titans du commerce qui contrôlaient les flux financiers mondiaux,
étaient rongés par des passions si destructrices qu'elles défiguraient leur humanité même. Mais qu'est-ce qui transformait ces êtres humains en prédateurs impitoyables? La réponse se trouvait dans ce que Spinoza appellerait les affects tristes, des émotions qui diminuent systématiquement notre puissance d'agir et de penser. Avez-vous déjà observé le regard d'un ultra-riche lors d'une réception mondaine? Cette vigilance constante, cette méfiance qui ne se relâche jamais, même entouré de soi-disant amis. Spinoza avait identifié le mécanisme psychologique derrière cette paranoïa. Quand une personne fonde son identité sur ses possessions, elle transforme automatiquement le monde entier en menace potentielle. Prenons l'exemple de Johannes de Witt, le grand pensionnaire de Hollande que Spinoza connaissait personnellement. Cet homme, l'un des plus puissants d'Europe, possédait des richesses incalculables. Pourtant, Spinoza le voyait régulièrement rongé par une angoisse si profonde qu'elle le rendait physiquement malade. De Witt ne dormait que quelques heures par nuit, hanté par des visions de complot, de trahison, de machination pour le dépouiller de sa fortune et de son pouvoir. Cette angoisse n'était pas irrationnelle, elle était la conséquence logique de sa position. Quand vous possédez autant que des nations entières, chaque personne devient soit un allié à acheter, soit un ennemi à neutraliser. Il n'y a plus de place pour les relations authentiques, pour l'amour désintéressé, pour la confiance spontanée. Tout devient calcul, manipulation, stratégie. Mais voici le paradoxe que Spinoza avait découvert. Plus ces hommes accumulaient pour se sécuriser, plus ils devenaient vulnérables. Chaque nouvelle acquisition créait de nouveaux ennemis, de nouvelles sources d'angoisse, de nouveaux motifs de paranoïa. C'était comme construire une forteresse avec des murs de plus en plus hauts pour découvrir que chaque nouvelle pierre ajoutée rendait l'édifice plus instable. L'envie était une autre passion dévastatrice que Spinoza observait chez les riches. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'étaient pas les pauvres qui étaient le plus rongés par l'envie, mais les riches eux-mêmes. Un marchand possédant 10 navires était consumé de jalousie envers celui qui en possédait 15. Un banquier contrôlant un duché entier ne trouvait pas le sommeil en pensant à son rival qui en contrôlait 2. Cette envie n'était pas simplement désagréable, elle était ontologiquement destructrice. Elle transformait chaque succès en échec relatif, chaque acquisition en rappel douloureux de ce qui manquait encore. Spinoza notait dans ses observations que les hommes les plus riches qu'il connaissait étaient aussi les plus amers, les plus insatisfaits, les plus incapables de jouir de ce qu'ils possédaient déjà. Mais comment cette amertume se manifestait-elle concrètement? Spinoza documentait méticuleusement les comportements qu'il observait. Les riches marchands développaient une incapacité croissante à voir les autres êtres humains comme des personnes réelles, avec leurs propres désirs, souffrances et aspirations. Les pauvres n'étaient plus que des ressources humaines à exploiter, des chiffres dans des tableaux comptables, des obstacles à la maximisation du profit. Cette déshumanisation n'était pas le résultat d'une méchanceté innée, c'était la conséquence logique des passions tristes qui dominaient leur psychisme. Quand votre identité dépend entièrement de votre capacité à accumuler, reconnaître l'humanité des autres devient psychologiquement insupportable. Cela vous forcerait à confronter les coûts humains de votre enrichissement, ce qui menacerait la structure même de votre personnalité. Spinoza observait aussi une autre passion destructrice chez les ultra-riches, la haine. Pas la haine passionnelle et explosive du crime passionnel, mais une haine froide et systématique envers tout ce qui pourrait remettre en question leur position. Cette haine se dirigeait particulièrement vers les philosophes, les artistes, les penseurs indépendants, tous ceux qui osaient suggérer que la richesse matérielle n'était pas le summum de l'existence humaine. Pourquoi cette haine était-elle si virulente ? Parce que ces voix dissidentes représentaient une menace existentielle pour l'identité des riches. Si l'accumulation de richesses n'était pas la mesure ultime du succès humain, alors qu'étaient-ils vraiment? Des êtres humains ordinaires qui avaient sacrifié leur humanité pour quelque chose d'ultimement sans valeur? Cette possibilité était si terrifiante qu'elle devait être étouffée à tout prix. C'est pourquoi Spinoza lui-même fut si violemment persécuté.
Il ne se contentait pas de critiquer les riches. Il révélait la vacuité fondamentale de leur existence. Il montrait que leur accumulation compulsive était une forme de maladie mentale, une perversion de l'instinct de vie qui se retournait contre lui-même. Pour des hommes qui avaient construit leur identité entière sur leur possession, entendre une telle vérité équivalait à une sentence de mort psychologique. Mais Spinoza allait encore plus loin dans son analyse. Il montrait comment ces passions tristes créaient un cercle vicieux auto-perpétuant. L'angoisse poussait à accumuler davantage. L'accumulation créait plus d'ennemis générait plus d'angoisse. L'envie motivait la compétition effrénée. La compétition créait des gagnants et des perdants. Les perdants devenaient des sources d'envie et de ressentiment. La haine justifiait l'oppression. L'oppression créait de la résistance. La résistance nourrissait plus de haine. À travers ces lentilles parfaitement polies, Spinoza voyait avec une clarté impitoyable comment cette spirale descendante transformait progressivement des êtres humains normaux en monstres psychologiques. Le processus était si graduel que les victimes elles-mêmes ne s'en rendaient pas compte. Elles croyaient sincèrement qu'elles devenaient plus fortes, plus intelligentes, plus efficaces, alors qu'en réalité, elles perdaient progressivement tout ce qui les rendait humaines. L'un des aspects les plus tragiques de cette transformation était l'isolement progressif qu'elle créait. Les ultra-riches finissaient par vivre dans des bulles hermétiques, entourés uniquement de personnes payées pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Toute critique constructive, toute remise en question sincère, tout amour authentique devenait impossible dans un tel environnement. Ils se retrouvaient seuls avec leurs possessions, incapables de faire confiance à quiconque, incapables d'aimer ou d'être aimés authentiquement. Cette solitude existentielle était peut-être la plus cruelle des punitions que leur infligeait leur propre système. Ils avaient tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf ce dont l'âme humaine a le plus besoin. La connexion authentique avec d'autres êtres humains. Ils étaient devenus des îles de richesse dans des océans de méfiance et de manipulation. Spinoza documentait comment cette isolation nourrissait à son tour les passions tristes. Sans feedback authentique de la part d'autres êtres humains, les riches perdaient progressivement le contact avec la réalité. Leurs décisions devenaient de plus en plus déconnectées des besoins réels des gens, de plus en plus motivées par leurs fantasmes paranoïaques et leurs projections névrotiques. C'est ainsi que des hommes qui avaient commencé comme de simples marchands ambitieux finissaient par devenir des forces de destruction massive, capables de ruiner des vies par milliers sans ressentir la moindre empathie pour leurs victimes. Ils n'étaient pas nés mauvais. Ils avaient été systématiquement corrompus par les passions tristes que générait inévitablement l'accumulation extrême de richesses. Mais l'analyse de Spinoza révélait un aspect encore plus troublant de cette corruption. Elle était contagieuse. Les passions tristes ne restaient pas confinées aux ultra-riches. Elles se répandaient dans toute la société comme un virus psychologique, infectant même ceux qui n'avaient aucune chance de devenir riches eux-mêmes. Les chaînes invisibles de l'illusion. Dans son laboratoire improvisé de Reinsburg, entouré de ses précieuses lentilles et de ses manuscrits secrets, Spinoza fit une découverte qui ébranlerait les fondements de la philosophie occidentale. En observant minutieusement le comportement des ultra-riches de son époque, il réalisa que leur croyance en leur propre libre arbitre était peut-être l'illusion la plus dangereuse et la plus destructrice de toutes. Cette révélation était si explosive qu'elle reste aujourd'hui l'un des aspects les plus censurés de sa philosophie. Avez-vous déjà entendu un milliardaire expliquer son succès ? Invariablement, le récit suit le même schéma. Grâce à son intelligence supérieure, son travail acharné et ses choix judicieux, il a mérité sa position. Cette narration n'est pas simplement de l'autosatisfaction. C'est une construction psychologique nécessaire pour maintenir l'illusion que leur accumulation obscène de richesses est moralement justifiable. Mais Spinoza voyait à travers cette façade avec une lucidité terrifiante. Il comprenait que croire au libre arbitre absolu revenait à être comme une pierre qui tomberait en pensant qu'elle a choisi de tomber. Chaque décision que nous prenons est le résultat d'une chaîne infinie de causes antérieures, notre génétique, notre éducation,
Les circonstances de notre naissance, les influences culturelles, les rencontres fortuites qui ont façonné notre vie. Prenons l'exemple concret d'un magnate que Spinoza observait régulièrement, Cornelis de Graeff, l'un des hommes les plus riches d'Amsterdam. De Graeff était convaincu d'être l'architecte de son propre destin, le génie self-made qui avait construit un empire commercial à partir de rien. Mais Spinoza voyait la réalité derrière cette illusion flatteuse. De Graeff était né dans une famille déjà prospère, à une époque où Amsterdam devenait le centre financier mondial, dans un pays qui dominait le commerce international. Il avait reçu la meilleure éducation possible, avait eu accès aux réseaux les plus influents dès son plus jeune âge et avait bénéficié de circonstances historiques exceptionnellement favorables. Son génie consistait essentiellement à hériter des bonnes conditions et à ne pas les gaspiller. Mais reconnaître cette réalité aurait été psychologiquement insupportable pour de Graeff. Si son succès était largement dû à la chance et aux privilèges, alors sur quoi pouvait-il fonder sa supériorité morale présumée? Comment justifier l'énorme disparité entre sa richesse et la pauvreté des masses qui travaillaient pour lui? L'illusion du libre arbitre absolu était donc nécessaire pour maintenir sa sanité mentale et sa bonne conscience. Cette illusion avait des conséquences dévastatrices que Spinoza documentait méticuleusement. D'abord, elle rendait les riches incapables d'empathie authentique envers les pauvres. Si la richesse était purement le résultat de choix personnels supérieurs, alors la pauvreté devait logiquement résulter de choix personnels inférieurs. Les pauvres n'étaient donc pas des victimes de circonstances malheureuses, mais des échecs moraux qui méritaient leur sort. Cette logique implacable transformait l'indifférence en vertu et la cruauté en justice. Quand de Graeff licenciait des centaines de travailleurs pour augmenter ses profits, il ne se voyait pas comme un oppresseur, mais comme un génie économique qui récompensait le mérite et punissait l'incompétence. Quand il utilisait son influence politique pour faire adopter des lois favorables à ses intérêts, il ne se considérait pas comme un corrupteur du système démocratique, mais comme un leader naturel guidant la société vers plus d'efficacité. Spinoza observait avec fascination comment cette illusion se nourrissait d'elle-même. Plus les riches accumulaient, plus ils se sentaient validés dans leurs croyances, en leur supériorité innée. Chaque nouveau succès commercial prouvait leur génie. Chaque nouvelle acquisition confirmait leur choix judicieux. Ils développaient une addiction psychologique à cette validation constante, ce qui les poussait à prendre des risques de plus en plus grands pour maintenir leur image de maître de l'univers. Mais voici où l'analyse de Spinoza devenait vraiment révolutionnaire. Il montrait que cette illusion de contrôle rendait paradoxalement les riches moins libres, pas plus libres. Prisonniers de leur propre mythologie, ils devenaient incapables de voir les vraies forces qui les dirigeaient. Comme des marionnettes qui croiraient contrôler les ficelles qui les manipulent, ils perdaient toute capacité d'autoréflexion critique ou de changement authentique. Cette perte de liberté réelle se manifestait de multiples façons que Spinoza documentait avec une précision clinique. Les ultra-riches développaient des comportements compulsifs qu'ils étaient incapables de remettre en question. L'accumulation devenait une fin en soi, déconnectée de tout plaisir réel ou de toute utilité pratique. Ils continuaient à jouer le jeu de l'enrichissement même quand cela cessait de leur apporter la moindre satisfaction, simplement parce qu'ils ne savaient plus comment s'arrêter. Plus troublant encore, cette compulsion se transmettait à leurs héritiers comme une malédiction générationnelle. Les enfants de riches grandissaient dans un environnement où leur valeur personnelle était mesurée exclusivement par leur capacité à maintenir et augmenter l'empire familial. Ils héritaient non seulement de la richesse, mais aussi de la prison psychologique qui l'accompagnait. Spinoza observait comment ces dynasties développèrent des cultures familiales profondément dysfonctionnelles. L'amour parental devenait conditionnel aux performances économiques. Les relations fraternelles se transformaient en compétition impitoyable pour la succession. La confiance mutuelle était impossible dans un environnement où chacun était simultanément héritier et menace potentielle pour les autres. Cette dynamique
créaient des personnalités profondément fragmentées. En public, ces héritiers de fortune devaient jouer le rôle de leaders charismatiques et de philanthropes généreux. En privé, ils luttaient contre des angoisses existentielles profondes, ne sachant jamais s'ils étaient aimés pour eux-mêmes ou pour leur richesse, incapables de développer une identité indépendante de leur statut financier. Spinoza notait aussi comment l'illusion du libre arbitre absolu rendait les riches incapables d'apprendre de leurs erreurs. Quand leurs décisions avaient des conséquences négatives, ils ne pouvaient pas remettre en question leur processus de décision sans ébranler toute leur construction identitaire. Ils préféraient donc blâmer des facteurs externes, des conseillers incompétents, des circonstances imprévisibles, tout plutôt que d'admettre que leur génie pourrait être faillible. Cette incapacité à l'autocritique créait un cercle vicieux particulièrement destructeur. Les erreurs non reconnues se répétaient et s'amplifiaient. Les stratégies défaillantes étaient maintenues et renforcées. Les mauvaises décisions étaient interprétées comme des investissements à long terme qui finiraient par payer. L'aveuglement volontaire devenait une stratégie de survie psychologique, même quand il menait à la ruine financière ou sociale. Mais l'aspect peut-être le plus pernicieux de cette illusion était sa capacité à corrompre l'ensemble du système social. Les riches utilisaient leur influence pour promouvoir une idéologie qui présentait leur position comme le résultat naturel et inévitable de leur qualité supérieure. Cette idéologie imprégnait le système éducatif, les médias, la culture populaire, créant un consensus social autour de l'idée que l'inégalité extrême était non seulement acceptable, mais désirable. Les pauvres eux-mêmes finissaient par intérioriser cette idéologie toxique. Au lieu de questionner un système qui les maintenait dans la précarité, ils s'auto-accusaient de leurs échecs et idolâtraient leurs oppresseurs. Ils rêvaient de devenir riches plutôt que de créer un monde plus juste. Ils votaient pour des politiques qui favorisaient les ultra-riches, espérant qu'un jour, ils pourraient en bénéficier eux aussi. Cette manipulation psychologique de masse était si subtile et si efficace qu'elle rendait presque impossible toute remise en question fondamentale de l'ordre établi. Les victimes du système en devenaient les défenseurs les plus fervents, créant une stabilité sociale qui permettait aux élites de maintenir leur position sans avoir recours à la force brute. Spinoza voyait dans ce phénomène une forme de génie maléfique, la capacité de transformer l'oppression en désir, l'exploitation en aspiration, la soumission en choix libre. C'était peut-être l'illustration la plus parfaite de son concept de servitude volontaire, l'état où les opprimés collaborent activement à leur propre oppression, convaincus qu'ils agissent dans leur propre intérêt. Cette servitude volontaire n'était pas le résultat d'une conspiration consciente, mais l'émergence naturelle d'un système basé sur l'illusion du libre arbitre absolu. Chaque acteur croyait sincèrement faire des choix libres, sans réaliser qu'il était pris dans un réseau de détermination qui le dépassait complètement. Les riches pensaient choisir de s'enrichir, les pauvres pensaient choisir de rester pauvres, et personne ne voyait les mécanismes systémiques qui rendaient ces choix largement prédéterminés. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange en regardant les plus riches de ce monde? Cette impression qu'ils vivent dans une réalité parallèle régie par des règles qui défient la logique humaine normale? Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette analyse révolutionnaire de Spinoza. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la nature de la liberté et du choix? Alors, êtes-vous prêt à découvrir comment l'empire de la richesse se construit selon des lois mathématiques aussi implacables que la gravité elle-même? Si ces révélations vous passionnent autant qu'elles ont bouleversé les plus grands esprits de l'histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de ces vérités interdites qui pourraient changer votre perception du monde à jamais. Dites-moi dans les commentaires, de quel coin du monde suivez-vous cette exploration des secrets les mieux gardés de l'humanité? Et à quelle heure ces révélations vous parviennent-elles? Si vous regardez sur mobile, un petit like nous aiderait énormément à faire découvrir ces analyses révolutionnaires à davantage de personnes qui ont soif de vérité.
Aujourd'hui, nous plongeons dans les découvertes les plus explosives de Spinoza sur la mécanique invisible du pouvoir. Des lois si précises qu'elles prédisent avec une exactitude terrifiante comment les sociétés se transforment en systèmes d'oppression sophistiqués et comment même les plus bien intentionnés deviennent les rouages d'une machine qu'ils croient contrôler. La géométrie implacable de la domination. Dans son refuge secret de la Haye, loin des regards indiscrets du pouvoir, Spinoza développait une théorie si dangereuse que même aujourd'hui, elle reste largement censurée dans les universités et les cercles intellectuels. Il avait découvert que le pouvoir ne s'accumule pas au hasard, mais selon des lois géométriques aussi précises que celles qui régissent la chute des corps ou l'orbite des planètes. Cette révélation était si subversive qu'elle remettait en question les fondements mêmes de la civilisation occidentale. Imaginez un instant que vous observiez la formation d'un cristal. Chaque molécule se place selon un ordre mathématique parfait, créant des structures d'une beauté et d'une régularité saisissante. Mais que se passe-t-il quand cette même logique implacable s'applique à l'organisation sociale humaine? Spinoza avait la réponse, et elle était terrifiante. En 1672, pendant ce que les historiens appellent l'année du désastre, Spinoza fut témoin direct de l'effondrement brutal de la République néerlandaise. Les frères de Witt, ces dirigeants éclairés qui incarnaient l'idéal démocratique hollandais, furent lynchés par une foule en furie, leurs corps mutilés et exposés publiquement. Pour la plupart des observateurs, c'était un accident tragique de l'histoire, un moment d'anarchie irrationnelle. Mais Spinoza y vit la manifestation parfaite de ces lois géométriques du pouvoir. Pourquoi des citoyens ordinaires qui avaient prospéré sous le règne libéral des De Witt se retournèrent-ils soudain contre leurs dirigeants avec une violence si bestiale? La réponse résidait dans ce que Spinoza appelait l'accumulation géométrique des tensions sociales. Chaque acte de pouvoir, même bienveillant, génère automatiquement une résistance proportionnelle. Cette résistance s'accumule selon une progression mathématique jusqu'à atteindre un point de rupture où elle explose avec une force dévastatrice. Les De Witt avaient commis l'erreur fatale de croire qu'ils pouvaient exercer le pouvoir de manière rationnelle et équilibrée. Ils ne comprenaient pas que le pouvoir lui-même est irrationnel par nature, qu'il obéit à des lois géométriques qui transcendent les intentions humaines. Plus ils tentaient d'être justes et mesurés, plus ils créaient des attentes impossibles à satisfaire. Plus ils réussissaient à maintenir la paix et la prospérité, plus ils devenaient vulnérables au moindre revers. Spinoza observait que cette dynamique était universelle. Dans toutes les sociétés qu'il avait étudiées, le pouvoir se concentrait selon les mêmes patterns géométriques. Au début, la concentration semble bénéfique. Elle permet l'organisation, l'efficacité, le développement. Mais passé un certain seuil critique, elle devient autodestructrice, créant des déséquilibres si extrêmes qu'ils menacent la survie même du système qui les a générés. Prenez l'exemple de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, cette première corporation multinationale de l'histoire que Spinoza connaissait intimement. Au départ, c'était une innovation remarquable. Elle permettait de mobiliser des capitaux énormes pour des expéditions commerciales lointaines, créant de la richesse et de l'innovation. Mais selon les lois géométriques de Spinoza, cette concentration de pouvoir économique devait inévitablement corrompre non seulement la compagnie elle-même, mais l'ensemble de la société hollandaise. Comment cette corruption s'opérait-elle concrètement? Spinoza documentait le processus avec une précision clinique. D'abord, la compagnie utilisait ses profits pour acheter l'influence politique, s'assurant que les lois étaient rédigées en sa faveur. Ensuite, elle utilisait cette protection légale pour éliminer ses concurrents, créant des monopoles qui lui permettaient d'augmenter ses profits de manière exponentielle. Enfin, elle utilisait ses super-profits pour corrompre davantage le système politique, créant un cercle vicieux d'accumulation et de corruption. Mais voici où l'analyse de Spinoza devenait vraiment révolutionnaire. Il montrait que cette corruption n'était pas le résultat de la méchanceté humaine, mais l'émergence naturelle des lois géométriques du pouvoir.
Les dirigeants de la compagnie ne se levaient pas le matin en se disant « Aujourd'hui, je vais corrompre la société hollandaise ». Ils prenaient simplement les décisions rationnelles qui maximisaient leurs intérêts à court terme, sans comprendre que ces décisions, agrégées sur des décennies, transformeraient inexorablement leur société en un système d'exploitation sophistiqué. Cette méconnaissance des lois géométriques du pouvoir était peut-être la tragédie la plus profonde que Spinoza observait chez les puissants de son époque. Ils se croyaient maîtres de leur destin, architectes conscients de leur empire, alors qu'en réalité, ils étaient emportés par des forces qui les dépassaient complètement. Comme des surfeurs sur une vague gigantesque, ils avaient l'illusion de contrôler leur direction, alors qu'ils étaient entièrement à la merci de courants qu'ils ne comprenaient pas. Cette incompréhension avait des conséquences catastrophiques, non seulement pour la société dans son ensemble, mais pour les puissants eux-mêmes. Incapables de voir les lois qui les gouvernaient, ils ne pouvaient pas anticiper les points de rupture qui détruiraient inévitablement leur empire. Ils continuaient à concentrer le pouvoir même quand cette concentration devenait suicidaire, poussés par une logique interne qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni contrôler. L'un des aspects les plus fascinants de l'analyse géométrique de Spinoza concernait ce qu'il appelait les structures cristallines de l'oppression. Tout comme un cristal se forme selon des patterns géométriques prévisibles, l'oppression sociale s'organise selon des structures remarquablement similaires dans toutes les cultures et à toutes les époques. Ces structures ne sont pas conçues consciemment, elles émergent spontanément dès que les conditions appropriées sont réunies. Au sommet de ces structures cristallines, on trouve toujours une élite ultra restreinte qui contrôle les ressources essentielles. Cette élite développe automatiquement des mécanismes de protection et de reproduction de son pouvoir, systèmes éducatifs qui légitiment leur position, idéologies qui présentent leur domination comme naturelle et bénéfique, institutions militaires et judiciaires qui protègent leurs intérêts. Sous cette élite se forme une classe intermédiaire de gestionnaires et d'intellectuels qui administrent le système d'oppression. Cette classe est particulièrement importante car elle fournit la main-d'œuvre intellectuelle nécessaire pour maintenir la complexité du système. Ses membres ne se voient pas comme des oppresseurs, ils se considèrent comme des professionnels compétents qui contribuent au bon fonctionnement de la société. Pourtant, sans leur participation active, l'oppression systémique serait impossible. À la base de la structure se trouve la masse des opprimés, dont le travail et la soumission permettent à tout l'édifice de fonctionner. Cette masse n'est pas maintenue en place uniquement par la force. Elle est retenue par un réseau complexe d'incitations, de distractions, d'espoir et de peur qui rendent la révolte psychologiquement difficile et pratiquement dangereuse. Spinoza observait que ces structures cristallines de l'oppression sont remarquablement stables, mais seulement jusqu'à un certain point. Comme tous les cristaux, elles ont des points de fracture prévisibles où une pression relativement faible peut causer un effondrement total et soudain. L'art de prédire ces points de rupture était l'une des compétences les plus dangereuses que Spinoza développait dans ses études géométriques du pouvoir. Cette capacité de prédiction expliquait pourquoi ses écrits étaient si craints par l'establishment de son époque. Il ne se contentait pas de critiquer l'ordre existant, il révélait les lois mathématiques qui gouvernaient sa formation et sa destruction. Pour des dirigeants habitués à se croire maîtres de leur destin, découvrir qu'ils étaient en fait des prisonniers de lois géométriques implacables était psychologiquement insupportable. Mais Spinoza allait encore plus loin dans son analyse. Il montrait que ces lois géométriques du pouvoir créaient ce qu'il appelait l'aliénation mutuelle des classes. Plus la structure sociale devient hiérarchisée, plus chaque classe devient incapable de comprendre l'expérience des autres classes. Cette incompréhension mutuelle n'est pas accidentelle. Elle est géométriquement nécessaire pour maintenir la stabilité du système. Les ultra-riches finissent par vivre dans un monde si différent de celui des pauvres qu'ils deviennent littéralement incapables d'empathie authentique.
Ce n'est pas qu'ils choisissent d'être cruels, c'est que leur expérience de la réalité est si radicalement différente qu'ils ne peuvent plus concevoir ce que signifie vraiment être pauvre, vulnérable, dépendant. Cette aliénation géométrique est peut-être la forme la plus sophistiquée de déshumanisation jamais développée par l'humanité. Inversement, les pauvres développent une compréhension déformée des riches, les voyant soit comme des démons tout-puissants, soit comme des modèles à imiter. Cette perception binaire les empêche de comprendre que les riches sont eux aussi prisonniers du système géométrique qu'ils semblent contrôler. Cette incompréhension mutuelle garantit que les deux classes restent enfermées dans leurs rôles respectifs, incapables de collaborer pour transformer le système qui les opprime toutes les deux. L'architecture corrompue des institutions morales. Au cœur de l'hiver 1675, dans sa modeste demeure de La Haye, Spinoza recevait la visite secrète de certains des esprits les plus brillants d'Europe. Ces hommes venaient chercher des réponses à une question qui les tourmentait. Et comment les sociétés les plus civilisées, les plus chrétiennes, les plus morales de l'époque pouvaient-elles simultanément être les théâtres des oppressions les plus sophistiquées et les plus cruelles de l'histoire humaine? La réponse de Spinoza était si subversive qu'elle ne fut jamais consignée dans ses écrits publics. Elle ne survécut que dans des fragments de correspondance codés et des témoignages de seconde main. Avez-vous déjà ressenti cette dissonance troublante entre les valeurs proclamées de notre société et la réalité de son fonctionnement? Entre les discours sur la justice, l'égalité, la fraternité et la brutalité quotidienne de l'exploitation systémique, Spinoza avait découvert que cette contradiction n'était pas un accident ou une hypocrisie, c'était la caractéristique essentielle des systèmes de domination avancés. Pour comprendre cette mécanique diabolique, Spinoza prenait l'exemple de l'Église catholique de son époque. En surface, elle prêchait l'amour du prochain, la charité envers les pauvres, la humilité face à Dieu. Mais dans les faits, elle était l'une des institutions les plus riches et les plus oppressives d'Europe, accumulant d'immenses fortunes pendant que ses fidèles croupissaient dans la misère. Comment une telle contradiction était-elle non seulement possible, mais stable sur des siècles? La réponse résidait dans ce que Spinoza appelait l'inversion systémique des valeurs. Les institutions dominantes ne rejettent pas ouvertement les valeurs morales. Elles les capturent, les redéfinissent et les retournent contre ceux qu'elles sont censées protéger. L'amour du prochain devient l'obéissance à l'autorité religieuse. La charité envers les pauvres devient l'acceptation résignée de leurs conditions. L'humilité face à Dieu devient la soumission à ses représentants autoproclamés sur terre. Cette capture des valeurs morales était d'une sophistication diabolique que Spinoza analysait avec une fascination horrifiée. Elle permettait aux oppresseurs de maintenir leur domination tout en gardant leur bonne conscience, et aux opprimés de collaborer à leur propre oppression tout en se croyant vertueux. C'était peut-être la forme la plus parfaite de contrôle social jamais développée, un système où les victimes défendent passionnément ce qui les détruit. Prenez l'exemple concret de la notion de mérite telle qu'elle était promulguée par l'élite marchande d'Amsterdam. En théorie, cette valeur était admirable. Elle suggérait que les récompenses devaient aller à ceux qui travaillaient le plus dur et contribuaient le plus à la société. Mais dans la pratique, elle servait à justifier les inégalités les plus obscènes. Les riches méritaient leur fortune parce qu'ils étaient plus intelligents, plus travailleurs, plus vertueux que les pauvres. Cette redéfinition du mérite était particulièrement pernicieuse parce qu'elle contenait juste assez de vérité pour être crédible. Il était vrai que certains riches avaient travaillé dur pour leur fortune. Il était vrai que certains pauvres avaient fait des choix discutables. Mais Spinoza voyait que ces vérités partielles masquaient une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus sombre. La véritable fonction de l'idéologie du mérite n'était pas de décrire la réalité, mais de la rendre acceptable. Elle permettait aux privilégiés de nier le rôle de la chance, de l'héritage, de la violence institutionnelle dans leur succès. Elle permettait aux défavorisés d'intérioriser leur échec comme une faillite personnelle plutôt que comme le produit d'un système intrinsèquement injuste.
Elle transformait un problème politique en question morale, rendant toute critique systémique pratiquement impossible. Spinoza documentait comment cette perversion des valeurs morales se manifestait dans tous les domaines de la société hollandaise. L'éducation, qui devrait libérer l'esprit humain, était utilisée pour formater des travailleurs dociles et des consommateurs avides. La justice, qui devrait protéger les faibles, était instrumentalisée pour protéger la propriété des riches. La culture, qui devrait célébrer la diversité et la créativité humaine, était commercialisée pour maximiser les profits et minimiser les remises en question. Cette corruption systémique était particulièrement visible dans le traitement de la religion. Les enseignements authentiques du Christ, l'amour des ennemis, le partage des richesses, la solidarité avec les opprimés, étaient soit ignorés, soit réinterprétés de manière à justifier leur exact contraire. L'Église prêchait la pauvreté évangélique tout en accumulant des trésors. Elle parlait d'amour universel tout en bénissant les guerres de conquête. Elle promettait la justice divine tout en légitimant l'injustice terrestre. Cette hypocrisie institutionnalisée n'était pas le résultat de la méchanceté individuelle des clercs, c'était la conséquence logique de la position structurelle de l'Église dans le système de domination. Une fois qu'une institution devient dépendante du pouvoir temporel pour sa survie, elle perd automatiquement sa capacité à critiquer ce pouvoir de manière authentique. Elle devient complice malgré elle, puis complice active, puis finalement architecte de l'oppression qu'elle prétend combattre. Spinoza observait le même phénomène dans toutes les institutions prétendument morales de son époque. Les universités, qui devraient être des centres de recherche libres et de critique sociale, étaient financées par les élites et formataient les futurs gestionnaires du système. Les artistes, qui devraient révéler des vérités inconfortables, dépendaient du mécénat des riches et produisaient des œuvres qui flattaient leur goût et leurs préjugés. Les intellectuels, qui devraient défendre la vérité contre le pouvoir, cherchaient plutôt les faveurs du pouvoir pour avancer leur carrière. Cette corruption de l'intelligentsia était particulièrement tragique pour Spinoza, lui-même intellectuel authentique qui payait le prix de son intégrité par l'isolement et la précarité. Il voyait comment ses collègues, souvent plus talentueux que lui, vendaient progressivement leur âme pour obtenir des positions confortables dans l'establishment. Il ne le faisait pas cyniquement. Il se convainquait sincèrement que servir le pouvoir était la meilleure façon de servir la vérité. Cette autodéception était facilitée par ce que Spinoza appelait la sophistication progressive de l'oppression. À mesure que les systèmes de domination évoluaient, ils devenaient plus subtils, plus complexes, plus difficiles à critiquer. L'oppression brute et visible était remplacée par une oppression douce et invisible, intégrée dans les structures mêmes de la pensée et de la perception. Les opprimés n'étaient plus maintenus en place par la force physique, mais par une architecture psychologique sophistiquée qui les amenait à désirer leur propre soumission. Ils apprenaient à mesurer leur valeur selon les critères de leurs oppresseurs. Ils intériorisaient les explications qui justifiaient leurs conditions. Ils développaient des aspirations qui les maintenaient dans le système plutôt que de les en libérer. Cette architecture psychologique de l'oppression était d'une efficacité redoutable parce qu'elle était auto-renforçante. Plus les gens l'intériorisaient, plus elle semblait naturelle et inévitable. Plus elle semblait naturelle, moins elle était questionnée. Moins elle était questionnée, plus elle se renforçait. C'était un cercle vicieux parfait qui garantissait la stabilité du système de domination sur des générations. Spinoza identifiait plusieurs mécanismes clés dans cette architecture psychologique. D'abord, la fragmentation de la conscience sociale. Les gens étaient encouragés à se voir comme des individus isolés plutôt que comme membres d'une communauté avec des intérêts communs. Cette fragmentation rendait l'action collective difficile et permettait de présenter les problèmes systémiques comme des échecs personnels. Ensuite, la prolifération des distractions et des compensations, spectacles, drogues, consommation, divertissements qui offraient des échappatoires temporaires à la réalité de l'oppression sans la remettre en question. Ces compensations étaient suffisamment satisfaisantes pour maintenir les gens dans le système,
mais jamais assez pour les libérer véritablement. Enfin, la manipulation de l'espoir et de la peur, la promesse constante que les choses s'amélioreraient si on restait dans le système, combinée à la menace que tout s'effondrerait si on en sortait. Cette double manipulation créait un état de dépendance psychologique où les opprimés devenaient terrifiés à l'idée de perdre ce qui les opprimait. L'aspect le plus diabolique de cette architecture était qu'elle transformait les victimes en gardiens du système. Les parents opprimés transmettaient fidèlement l'oppression à leurs enfants, convaincus de les préparer au monde réel. Les travailleurs exploités défendaient leurs exploiteurs contre les critiques, craignant de perdre leur emploi. Les pauvres votaient pour des politiques qui favorisaient les riches, espérant devenir riches à leur tour. Cette auto-perpétuation de l'oppression était peut-être la découverte la plus troublante de Spinoza. Elle suggérait que les systèmes de domination les plus efficaces n'avaient pas besoin de maintenir leur contrôle par la force. Ils pouvaient compter sur leurs victimes pour faire le travail à leur place. L'oppression externalisée devenait auto-oppression internalisée, créant un système d'une stabilité et d'une efficacité terrifiantes. La maladie psychologique de l'accumulation compulsive. Dans les salons feutrés des plus riches demeures d'Amsterdam, Spinoza observait un spectacle qui le glaçait d'effroi. Ces hommes qui possédaient plus que des royaumes entiers, qui contrôlaient le destin de continents, étaient rongés par une compulsion si destructrice qu'elle dévorait leur humanité de l'intérieur. Ce n'était pas de la simple cupidité, c'était une forme de maladie mentale si sophistiquée qu'elle passait pour de la sagesse économique. Avez-vous déjà observé le comportement d'un toxicomane en manque? Cette agitation constante, cette incapacité à trouver la paix, cette obsession qui consume toutes les autres préoccupations. Spinoza réalisait avec horreur que les ultra-riches de son époque manifestaient exactement les mêmes symptômes, sauf que leur drogue était l'accumulation de richesses et leur dealer était le système économique tout entier. L'histoire de John Six, l'un des collectionneurs d'art les plus fortunés d'Amsterdam, illustrait parfaitement cette pathologie. Six possédait déjà assez d'œuvres pour remplir plusieurs musées, assez de propriétés pour loger une petite ville, assez d'argent pour vivre dans le luxe pendant 1000 vies. Pourtant, Spinoza l'observait négocier avec une avidité féroce pour acquérir une énième toile, comme si sa survie en dépendait. Mais voici ce qui rendait cette compulsion si tragique. Chaque nouvelle acquisition, au lieu d'apporter la satisfaction espérée, ne faisait qu'intensifier le manque. Six était comme un homme qui boirait de l'eau salée pour étancher sa soif. Plus il buvait, plus sa soif devenait insupportable. Chaque tableau ajouté à sa collection lui rappelait tous ceux qu'il ne possédait pas encore. Chaque propriété acquise révélait l'existence de domaines plus vastes et plus prestigieux. Spinoza comprenait que cette insatiabilité n'était pas un défaut de caractère, mais la conséquence logique d'une erreur ontologique fondamentale. Six avait confondu son être avec ses avoirs. Son identité s'était fragmentée en milliers de possessions disparates, chacune nécessaire pour maintenir l'illusion de sa complétude. Perdre une seule de ses possessions équivalait à perdre un morceau de lui-même, d'où l'angoisse constante, la vigilance paranoïaque, l'impossibilité de jamais se détendre vraiment. Cette fragmentation identitaire créait une forme unique de souffrance que Spinoza documentait avec une précision clinique. Les ultra-riches développaient ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un trouble dissociatif de l'identité matérielle. Ils ne savaient plus qui ils étaient indépendamment de ce qu'ils possédaient. Leurs goûts, leurs opinions, leurs relations, leurs plaisirs, tout était médiatisé par leur statut de propriétaire. Cette médiatisation était particulièrement visible dans leur rapport à l'art. Six ne regardaient plus les tableaux pour leur beauté intrinsèque, mais pour leur valeur marchande et leur prestige social. Une œuvre était appréciée non pas pour l'émotion qu'elle suscitait, mais pour l'envie qu'elle inspirait chez les autres collectionneurs. L'art devenait un langage codé pour communiquer la richesse, perdant sa fonction originelle d'expression et de révélation. Cette perversion du rapport esthétique s'étendait à tous les domaines de l'expérience. La nourriture était évaluée selon son prix plutôt que son goût.
Les voyages étaient mesurés selon leur exclusivité plutôt que leur enrichissement personnel. Les relations humaines étaient jaugées selon leur utilité stratégique plutôt que leur authenticité émotionnelle. Spinoza observait que cette incapacité croissante à jouir directement des plaisirs de la vie créait un cercle vicieux particulièrement cruel. Plus les riches perdaient leur capacité de satisfaction naturelle, plus ils cherchaient compensation dans l'accumulation. Plus ils accumulaient, plus ils s'aliénaient de leur capacité de jouissance. Plus ils s'aliénaient, plus ils avaient besoin d'accumuler pour sentir quelque chose, n'importe quoi. Cette spirale descendante menait inexorablement à ce que Spinoza appelait la mort sensorielle. Les ultra-riches finissaient par perdre progressivement leur capacité à ressentir des émotions authentiques. La joie spontanée, la tristesse purificatrice, la colère légitime, l'amour désintéressé, toutes ces expériences humaines fondamentales leur devenaient inaccessibles. Ils vivaient dans un monde émotionnellement aseptisé où seules subsistaient les sensations liées à leurs transactions financières. Cette atrophie émotionnelle était accompagnée d'une hyperactivité compensatoire dans le domaine économique. Incapables de ressentir naturellement, ils cherchaient l'intensité dans la spéculation, le risque, la compétition. Les fluctuations de leur portefeuille devenaient leur seule source d'émotion véritable. Gagner de l'argent provoquait une euphorie brève, mais intense. En perdre déclenchait une panique existentielle. Spinoza documentait comment cette dépendance aux émotions financières créait un état de stress chronique particulièrement destructeur. Les riches vivaient dans un état d'alerte permanent, obsédés par les mouvements du marché, terrifiés par la moindre perte, incapables de jamais vraiment se reposer. Leur système nerveux était constamment survolté, créant des pathologies physiques et mentales qu'aucune quantité d'argent ne pouvait guérir. L'isolement social était une autre conséquence tragique de cette compulsion accumulative. Comment faire confiance à quelqu'un quand votre identité entière dépend de vos possessions? Comment développer des relations authentiques quand chaque interaction est potentiellement transactionnelle? Les ultra-riches finissaient par vivre dans des bulles hermétiques, entourés uniquement de personnes payées pour leur dire ce qu'ils voulaient entendre. Cette solitude existentielle était d'autant plus cruelle qu'elle était auto-infligée. Contrairement aux pauvres qui subissaient l'isolement par manque de moyens, les riches s'isolaient par excès de méfiance. Chaque ami potentiel était suspect d'intérêts cachés. Chaque membre de la famille était un héritier potentiel à surveiller. Chaque partenaire romantique était un chercheur d'or en puissance. Dans un monde où tout s'achète, rien ne peut être reçu gratuitement, pas même l'amour. Cette impossibilité d'accéder à l'amour authentique était peut-être la punition la plus sévère que leur infligeait leur propre système. Spinoza observait que même les plus fortunés restaient des êtres humains avec des besoins humains fondamentaux. Le besoin d'être aimés pour eux-mêmes, le besoin de connexion émotionnelle sincère, le besoin de sentir qu'ils comptent pour quelqu'un indépendamment de leur utilité. Mais leur compulsion accumulative rendait la satisfaction de ces besoins pratiquement impossible. Les enfants de ces familles ultra-riches payaient un prix particulièrement lourd pour la maladie de leurs parents. Ils grandissaient dans un environnement où l'amour parental était conditionnel aux performances, où leur valeur était mesurée par leur capacité à maintenir et augmenter l'empire familial, où chaque geste affectueux était potentiellement calculé. Comment développer une personnalité saine dans de telles conditions? Spinoza documentait comment ces enfants développaient souvent des personnalités profondément fragmentées. En public, ils devaient jouer le rôle de héritiers dignes et responsables. En privé, ils luttaient contre des angoisses identitaires profondes, ne sachant jamais s'ils étaient aimés pour eux-mêmes ou pour leur héritage à venir. Cette incertitude fondamentale créait des adultes incapables de confiance, d'intimité, de spontanéité. La transmission générationnelle de cette pathologie était l'un des aspects les plus troublants que Spinoza observait. La maladie de l'accumulation se perpétuait de père en fils, chaque génération héritant non seulement des richesses, mais aussi des névroses qui les accompagnaient.
C'était une malédiction qui se transmettait avec les biens, une prison dorée qui se refermait sur chaque héritier. Cette malédiction générationnelle expliquait pourquoi les dynasties de riches développaient souvent des cultures familiales si dysfonctionnelles. Les repas de famille devenaient des conseils d'administration déguisés. Les anniversaires étaient l'occasion de distribuer des parts d'héritage. Les mariages étaient arrangés selon des critères financiers plutôt qu'affectifs. L'amour familial lui-même était commercialisé, transformé en investissement dans la continuité de l'Empire. Spinoza observait aussi comment cette pathologie de l'accumulation créait une forme particulière de paranoïa, qu'il appelait la peur géométrique de la perte. Plus les riches possédaient, plus ils avaient peur de perdre. Cette peur n'était pas proportionnelle au risque réel. Elle croissait de manière exponentielle avec la richesse. Un homme possédant 1000 florins pouvait dormir tranquille. Un homme possédant 1 million de florins était rongé d'angoisse à l'idée de tout perdre. Cette peur géométrique créait des comportements de plus en plus irrationnels. Les ultra-riches dépensaient des fortunes en systèmes de sécurité, en assurance, en diversification de placements, essayant désespérément de se protéger contre tous les risques possibles. Mais paradoxalement, plus ils se protégeaient, plus ils devenaient conscients de leur vulnérabilité. Chaque mesure de sécurité supplémentaire révélait de nouveaux risques auxquels ils n'avaient pas pensé. Cette spirale paranoïaque menait souvent à un isolement volontaire encore plus poussé. Les riches finissaient par vivre comme des prisonniers dorés, enfermés dans leurs demeures fortifiées, méfiants de tout contact avec le monde extérieur. Ils avaient créé leur propre enfer personnel, un enfer fait d'or et de soie, mais un enfer néanmoins. L'ironie tragique de cette situation n'échappait pas à Spinoza. Ces hommes avaient consacré leur vie à accumuler les moyens du bonheur, pour découvrir qu'ils avaient perdu toute capacité à être heureux. Ils possédaient tout ce que l'argent pouvait acheter, sauf ce dont l'âme humaine a le plus besoin, la paix, l'amour, la sérénité, le sens. Ils étaient les rois d'un royaume qu'ils ne pouvaient pas habiter, les propriétaires d'un trésor qu'ils ne pouvaient pas savourer. Cette tragédie personnelle avait des répercussions sociales dévastatrices que Spinoza ne manquait pas de documenter. Des dirigeants malades, mentalement, ne peuvent que créer des sociétés malades. Leurs décisions, distordues par leurs compulsions pathologiques, créaient des systèmes économiques qui reproduisaient leurs maladies à l'échelle sociale. La compulsion accumulative individuelle devenait ainsi une pathologie collective qui infectait l'ensemble de la civilisation. Cette exploration des profondeurs les plus sombres de la psyché humaine vous interpelle-t-elle autant qu'elle a bouleversé Spinoza il y a plus de 3 siècles? Dites-moi dans les commentaires si vous reconnaissez ces patterns dans notre époque. Cette maladie de l'accumulation compulsive n'a-t-elle pas atteint aujourd'hui des sommets que même Spinoza n'aurait pu imaginer? Alors que les premières lueurs de l'aube percent l'obscurité de cette révélation finale, êtes-vous prêt à découvrir l'ultime secret que Spinoza a emporté dans sa tombe? Cette vérité si puissante qu'elle pourrait transformer non seulement notre compréhension de la richesse, mais notre rapport même à l'existence humaine. Si ces découvertes révolutionnaires illuminent votre compréhension du monde, comme elles ont ébranlé les plus grands penseurs de l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de ces vérités transformatrices qui pourraient bien changer le cours de votre propre vie. Dites-moi dans les commentaires de quel recoin du monde assistez-vous à cette ultime révélation et quelle heure marque ce moment où vous découvrez peut-être la clé de votre propre libération. Un petit like depuis votre téléphone nous aiderait énormément à partager ces vérités essentielles avec tous ceux qui aspirent à comprendre les forces invisibles qui façonnent notre destinée. Car ce que nous allons découvrir maintenant, c'est que même dans les ténèbres les plus profondes de la corruption humaine, même dans les systèmes les plus oppressifs jamais conçus, quelque chose d'indestructible résiste et lutte pour émerger. Quelque chose que Spinoza appelait la force irrépressible de notre nature authentique, l'indomptable renaissance de l'esprit humain. Dans les dernières années de sa vie, alors que la tuberculose rongeait lentement ses poumons,
Spinoza observait un phénomène qui redonnait espoir à son cœur fatigué par tant de révélations sombres sur la nature humaine. Même parmi les ultra-riches les plus corrompus, même dans les systèmes d'oppression les plus sophistiqués, quelque chose d'indestructible continuait à lutter pour émerger. Cette force mystérieuse, défiant toutes les lois de la domination qu'il avait si méticuleusement analysée, était peut-être la découverte la plus importante de toute son œuvre. Était-ce possible que l'humanité authentique soit si fondamentalement indestructible qu'elle survive même aux conditions les plus extrêmes d'aliénation? Spinoza commençait à le croire, en observant des signes de réveil chez certains des hommes les plus puissants et corrompus de son époque. L'histoire de Peter de la Cour, ce magnate du textile, devenu l'un des hommes les plus riches de Leyde, illustrait parfaitement ce phénomène troublant et fascinant. De la Cour avait passé les premières décennies de sa vie adulte à construire un empire commercial impitoyable, exploitant ses ouvriers sans pitié, corrompant les autorités locales, écrasant ses concurrents avec une efficacité glaciale. Il incarnait parfaitement tous les aspects de la malédiction que Spinoza avait analysée. Mais vers l'âge de 50 ans, quelque chose d'inexplicable se produisit dans l'esprit de Delacour. Peut-être était-ce la mort prématurée de son fils unique, emporté par la peste. Peut-être était-ce simplement l'accumulation de décennies de vide existentiel qui atteignait enfin un point de rupture. Toujours est-il qu'une nuit d'hiver de 1670, Delacour se réveilla en pleurs, submergé par une vague d'empathie pour tous ceux qui l'avaient brisé dans sa quête de richesse. Cette expérience mystique, car c'en était bien une, bouleversa complètement la trajectoire de sa vie. En quelques mois, cet homme qui incarnait la cupidité et l'indifférence commença à transformer radicalement ses pratiques commerciales. Il augmenta les salaires de ses ouvriers, améliora leurs conditions de travail, commença à financer des écoles et des hôpitaux pour les pauvres de Leyde. Mais voici ce qui fascinait le plus Spinoza dans cette transformation. Ce n'était pas le résultat d'un calcul rationnel ou d'une stratégie de relations publiques. Delacour agissait contre ses intérêts économiques immédiats, poussés par quelque chose de plus profond et de plus puissant que la logique de l'accumulation. Il semblait avoir retrouvé contact avec cette force vitale authentique que Spinoza appelait le conatus véritable, cette énergie fondamentale qui pousse chaque être vers son épanouissement réel plutôt que vers ses substituts illusoires. Cette résurgence de l'humanité authentique n'était pas un cas isolé. Spinoza documentait d'autres exemples similaires parmi l'élite de son époque. Johann de Witt lui-même, malgré sa position au sommet de l'État hollandais, traversait des moments de doute profond sur la légitimité de son pouvoir. Dans sa correspondance privée, qu'il ne destinait jamais à la publication, de Witt exprimait une angoisse existentielle poignante sur les contradictions de sa position. Comment un homme sincèrement attaché au bien commun pouvait-il exercer un pouvoir qui enrichissait systématiquement les riches aux dépens des pauvres? Cette question le tourmentait, et Spinoza observait que cette tourmente était en elle-même un signe d'espoir. Elle prouvait que quelque chose en de Witt résistait à la corruption structurelle de sa position, que son humanité originelle n'avait pas été complètement étouffée par les exigences du pouvoir. Ces moments d'éveil étaient d'autant plus significatifs qu'ils émergeaient spontanément, sans influence externe. Personne ne forçait Delacour à développer de l'empathie pour ses ouvriers. Personne ne contraignait de Witt à questionner la légitimité de son autorité. Ces transformations venaient de l'intérieur, comme si quelque chose d'indomptable dans la nature humaine refusait définitivement d'être étouffé. Spinoza identifiait plusieurs caractéristiques communes à ces moments de renaissance spirituelle. D'abord, ils survenaient souvent après des périodes de souffrance personnelle intense, la mort d'un proche, une maladie grave, un échec financier majeur. Ces épreuves semblaient briser les défenses psychologiques que les riches avaient construites pour se protéger de leur propre humanité. Ensuite, ces moments s'accompagnaient généralement d'une prise de conscience soudaine et bouleversante de l'interconnexion de toute existence.
Les privilégiés réalisaient brutalement que leur richesse et leur pouvoir ne les séparaient pas vraiment du reste de l'humanité. Ils étaient partie intégrante d'un tissu social dont la souffrance les atteignait inévitablement. Cette prise de conscience de l'interdépendance était particulièrement dévastatrice pour ceux qui avaient fondé leur identité sur leur séparation et leur supériorité. Découvrir qu'ils étaient vulnérables aux mêmes forces qui affectèrent les pauvres, qu'ils dépendaient du même système social qu'ils croyaient dominer, ébranlait les fondations même de leur vision du monde. Mais Spinoza observait que cette découverte, malgré sa dimension traumatisante, était aussi profondément libératrice. Elle permettait aux riches de sortir de leur isolement existentiel, de retrouver leur capacité d'empathie et de connexion authentique. C'était comme si un mur invisible qui les séparait du reste de l'humanité s'effondrait soudainement, leur révélant un monde d'expériences et d'émotions qu'ils avaient oublié pouvoir ressentir. Cette reconnexion avec leur humanité commune s'accompagnait souvent d'un retour surprenant de leur capacité de joie authentique. Des hommes qui n'avaient plus ri sincèrement depuis des décennies redécouvraient le plaisir simple d'une conversation amicale, d'un coucher de soleil, d'un geste de générosité spontanée. Ils réalisaient avec stupeur que leurs années d'accumulation compulsive ne leur avaient apporté aucune satisfaction comparable à ces plaisirs élémentaires qu'ils avaient négligés. Spinoza documentait aussi comment ces transformations individuelles commençaient à créer des cercles d'influence positive. Un riche transformé influençait ses pairs, remettant en question leurs propres pratiques et leurs propres valeurs. Des réseaux informels de conscience émergente se formaient, créant des poches de résistance au système de corruption généralisée. Ces réseaux étaient particulièrement intéressants parce qu'ils opéraient de l'intérieur même des structures de pouvoir. Contrairement aux mouvements de résistance externe, qui pouvaient être facilement réprimés ou marginalisés, cette transformation venait des élites elles-mêmes. Elle était donc beaucoup plus difficile à contrer et potentiellement beaucoup plus transformatrice. Cependant, Spinoza n'idéalisait pas ces moments d'éveil. Il observait que beaucoup de ces transformations restaient fragiles et partielles. Les pressions structurelles du système continuaient à s'exercer et beaucoup de riches convertis finissaient par retomber dans leurs anciens patterns de comportement. La force des habitudes, la pression sociale, les exigences pratiques de maintenir leur position, tous ces facteurs conspiraient pour étouffer leur humanité retrouvée. Cette fragilité des transformations individuelles soulignait pour Spinoza l'importance des changements systémiques. Tant que les structures de base du système de domination restaient intactes, même les individus les plus sincèrement convertis auraient du mal à maintenir leurs nouvelles valeurs. Ils étaient comme des nageurs, tentant de remonter un courant trop puissant. Leurs efforts héroïques individuels ne suffisaient pas à les emmener vers leurs objectifs. Néanmoins, Spinoza restait convaincu que ces moments d'éveil avaient une importance cruciale. Même s'ils ne menaient pas immédiatement à des transformations durables, ils prouvaient que la capacité de changement authentique existait toujours. Ils plantaient des graines qui pourraient germer dans de meilleures conditions. Ils créaient des précédents qui inspireraient d'autres transformations futures. Plus fondamentalement, ces expériences de renaissance prouvaient que la nature humaine authentique était indestructible. Peu importe la profondeur de la corruption, peu importe la sophistication des systèmes d'aliénation, quelque chose en nous résistait toujours et aspirait à s'épanouir. Cette résistance n'était pas consciente ou volontaire, elle était ontologique, inscrite dans la structure même de notre être. Spinoza voyait dans cette indestructibilité de notre nature authentique la source ultime de l'espoir. Si même les individus les plus corrompus par le système gardaient en eux la capacité de transformation, alors aucun système d'oppression, si parfait soit-il, ne pourrait être définitivement stable. Il porterait toujours en lui les germes de sa propre transformation. Cette perspective révolutionnait complètement l'approche de la résistance et du changement social. Au lieu de se concentrer uniquement sur la critique externe des systèmes oppressifs, il fallait aussi nourrir et encourager les forces de transformation qui existaient à l'intérieur même de ces systèmes.
Au lieu de diaboliser complètement les privilégiés, il fallait reconnaître leur potentiel de réveil et créer les conditions qui favoriseraient leur transformation. Cette approche n'était pas naïve ou complaisante, elle était stratégiquement intelligente. Spinoza comprenait que les changements les plus profonds et les plus durables viennent souvent de l'intérieur, quand ceux qui bénéficient d'un système commencent eux-mêmes à le remettre en question. Ces transformations internes sont beaucoup plus puissantes que les pressions externes, parce qu'elles touchent aux motivations profondes plutôt qu'aux comportements superficiels. L'aube d'une nouvelle humanité. Dans ces dernières années, affaibli par la maladie mais l'esprit plus clair que jamais, Spinoza entreprit de consigner dans ses notes les plus secrètes une vision qui le habitait depuis des décennies. Cette vision était si radicale, si dangereuse pour l'ordre établi qu'il n'osa jamais la publier de son vivant. Elle concernait rien de moins que la possibilité d'une transformation complète de la condition humaine, l'émergence d'une forme d'humanité libérée des chaînes de l'accumulation compulsive et de la domination systémique. Cette vision n'était pas une utopie abstraite née de l'imagination philosophique. Elle était le résultat logique de toutes ces observations sur la nature humaine, les lois du pouvoir et surtout sur cette force indestructible de renaissance qu'il avait identifiée même chez les plus corrompus. Si cette force existait universellement, si elle ne pouvait jamais être complètement étouffée, alors il était théoriquement possible d'imaginer des conditions où elle pourrait s'épanouir librement. Mais comment une telle transformation pourrait-elle se produire? Comment l'humanité pourrait-elle sortir du piège millénaire de la domination et de l'exploitation? Spinoza avait découvert que la réponse résidait dans ce qu'il appelait la compréhension libératrice, une forme de conscience si profonde qu'elle rendait psychologiquement impossible de maintenir les illusions qui soutiennent l'oppression. L'exemple le plus frappant de cette compréhension libératrice, Spinoza l'avait trouvé dans sa propre expérience. Quand il avait vraiment compris, pas intellectuellement mais viscéralement, que la recherche du pouvoir et de la richesse était une forme de maladie mentale, il était devenu incapable de désirer ces choses pour lui-même. Ce n'était pas une décision morale ou un sacrifice héroïque, c'était simplement que ses objectifs lui apparaissaient maintenant comme aussi insensés que de désirer une maladie. Cette transformation de la perception était la clé de tout. Tant que les gens voyaient la richesse et le pouvoir comme désirables, ils resteraient vulnérables au système qui exploite ces désirs. Mais une fois qu'ils comprenaient vraiment la nature pathologique de ces obsessions, ils s'en trouvaient naturellement libérés. C'était comme découvrir qu'un aliment qu'on croyait délicieux était en fait empoisonné. On perdait immédiatement l'envie de le consommer. Mais comment généraliser cette compréhension libératrice? Comment la rendre accessible, non plus seulement à quelques philosophes isolés, mais à l'ensemble de l'humanité? Spinoza avait identifié plusieurs conditions nécessaires à cette transformation collective. D'abord, il fallait que la souffrance causée par les systèmes actuels devienne si évidente et si généralisée qu'elle ne puisse plus être niée ou rationalisée. Tant que les gens pouvaient encore espérer bénéficier individuellement de l'oppression systémique, ils résisteraient à la remise en question fondamentale. Mais quand il deviendrait clair que le système détruit même ses prétendus bénéficiaires, la motivation pour le changement émergerait naturellement. Ensuite, il fallait que des alternatives concrètes et viables au mode de vie actuel deviennent visibles et accessibles. Les gens ne peuvent pas abandonner des systèmes familiers, même destructeurs, s'ils n'ont pas d'autres modèles à suivre. Ces alternatives devaient être non seulement théoriquement supérieures, mais pratiquement démontrées et émotionnellement attrayantes. Enfin, et c'était peut-être le plus important, il fallait qu'émerge une nouvelle compréhension de ce qui constitue le vrai bonheur humain. Tant que les gens croiraient que la satisfaction vient de l'accumulation et de la domination, ils reproduiront ces patterns, même dans leur tentative de les réformer. Mais s'ils découvraient que la joie authentique vient de l'expression de leur nature véritable et de leur connexion harmonieuse avec les autres, alors les fondements psychologiques de l'oppression s'effondreraient. Spinoza entrevoyait des signes encourageants que ces conditions commençaient à se réunir dans la société de son époque.
Les contradictions des systèmes de domination devenaient de plus en plus évidentes et douloureuses. Les expériences alternatives de communauté et de coopération se multipliaient dans certaines régions d'Europe. Et surtout, une nouvelle compréhension de la nature humaine émergeait parmi les penseurs les plus avancés. Cette nouvelle anthropologie révélait que l'être humain était naturellement coopératif, créatif et compatissant. Les comportements destructeurs qu'on attribuait à la nature humaine étaient en fait des déformations causées par des systèmes sociaux pathologiques. Dans des environnements sains, les humains manifestaient spontanément des qualités qui rendaient l'oppression non seulement inutile, mais contre-productive. Cette découverte était révolutionnaire parce qu'elle inversait complètement la logique de l'organisation sociale. Au lieu de construire des systèmes pour contrôler et réprimer une nature humaine présumée mauvaise, on pouvait imaginer des systèmes conçus pour nourrir et libérer une nature humaine fondamentalement bonne. Au lieu de la peur et de la coercition comme principes organisateurs, on pouvait fonder la société sur l'amour et la coopération. Spinoza imaginait concrètement à quoi pourrait ressembler une telle société transformée. L'économie serait organisée autour de la satisfaction des besoins authentiques plutôt que de la maximisation du profit. Le travail serait choisi librement selon les talents et les inclinations de chacun, plutôt qu'imposé par la nécessité économique. L'éducation développerait les capacités créatives et critiques plutôt que de formater des travailleurs dociles. Plus fondamentalement, les relations humaines seraient basées sur l'amour et le respect mutuel plutôt que sur la compétition et l'exploitation. Les différences individuelles seraient célébrées comme source d'enrichissement collectif plutôt que comme justification de hiérarchies oppressives. La diversité des expériences et des perspectives serait vue comme une richesse commune plutôt que comme une menace à l'ordre social. Dans une telle société, les pathologies que Spinoza avait identifiées chez les riches de son époque disparaîtraient naturellement. Il n'y aurait plus de motivation pour l'accumulation compulsive puisque la sécurité et la reconnaissance viendraient de la contribution au bien commun plutôt que de la possession privée. Il n'y aurait plus de désir de domination puisque l'épanouissement personnel serait mieux servi par la coopération que par la compétition. Cette transformation ne nécessiterait pas de répression ou de rééducation forcée. Elle émergerait spontanément dès que les conditions appropriées seraient créées. C'était comme enlever les roches qui bloquent un cours d'eau. Une fois les obstacles supprimés, la rivière retrouve naturellement son cours harmonieux. Mais Spinoza ne se faisait pas d'illusions sur la facilité ou la rapidité de cette transformation. Elle nécessiterait probablement plusieurs générations et rencontrerait une résistance féroce de la part de ceux qui bénéficient du système actuel. Elle exigerait une sagesse collective et une persévérance extraordinaire pour naviguer à travers les difficultés de la transition. Plus problématiquement, elle nécessiterait une transformation simultanée des individus et des structures sociales. Les individus ne peuvent pas changer vraiment tant que les structures qui les façonnent restent inchangées. Mais les structures ne peuvent pas changer tant que les individus qui les habitent ne sont pas transformés. C'était un paradoxe apparemment insoluble qui avait découragé beaucoup de réformateurs avant Spinoza. Cependant, Spinoza avait découvert la solution à ce paradoxe dans l'observation des transformations naturelles. Dans la nature, les changements systémiques se produisent par accumulation graduelle de micro-transformations qui finissent par atteindre un point de basculement où tout le système change d'état. C'était exactement le processus qu'il envisageait pour la transformation sociale.